Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Livres sur ordonnance, une chaîne dédiée à la santé. Et parce que la santé vient en lisant, je résume pour vous des livres écrits exclusivement par des médecins et ou des scientifiques. Le but, c'est de rester en bonne santé ou de retrouver le chemin de la santé, mais en étant capable de choisir et de faire des choix qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation personnelle. C'est vraiment important. Donc une précision, je ne suis pas médecin, en revanche je cumule 24 ans d'expérience dans le milieu de la pharmacie et dans l'industrie pharmaceutique. Toutefois, si jamais vous avez des questions à propos de ce que je vais dire, à propos du résumé du livre ou à propos de votre santé, c'est votre médecin qu'il faut consulter, c'est à lui que vous devez vous adresser, n'arrêtez pas les traitements tout seul. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, le livre que je vais vous présenter s'appelle justement Guérir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Donc on n'arrête pas les traitements, on écoute le résumé et ensuite on en discute avec son médecin. Alors ce livre a été écrit par David Servan-Schreiber qui est psychiatre et chercheur en neurosciences. Donc ce qui est intéressant en fait par rapport à ce livre, c'est qu'il cumule à la fois ses études de médecine, donc plus de 10 ans de médecine, mais que c'est un médecin qui s'est aussi beaucoup ouvert à tout ce qui était efficace, tout ce qui se faisait dans le monde entier. Donc il s'adresse ce livre à toutes les personnes qui pourraient souffrir de stress, d'anxiété, de dépression, mais aussi à leur famille, parce que quand une personne souffre de dépression dans une famille, on dit que c'est toute la famille qui en souffre. Donc le livre démarre en fait en expliquant, et ça vous le savez déjà, c'est assez évident, mais que la vie est faite de hauts et de bas, que c'est complètement normal, des phases comme ça où on se sent moins bien, hein, qui sont suivies par des phases où on se sent très bien. Euh, on a l'impression parfois que certaines personnes en fait vont tout le temps bien. Quand on regarde les célébrités, on se dit ça semble super facile, en fait, on les envie presque. Et pourtant, parfois, on entend parler de personnes justement qui ont tout pour être heureuses et qui vont mettre fin à leur jour. C'est complètement inexplicable pour nous. Et parfois aussi, à d'autres moments, on va croiser des gens qui sont complètement sereins, qui dégagent une sensation de bonheur. Enfin, on se dit, mais tout glisse sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard, en fait. Ils ont l'air tout le temps heureux, comme si la vie les épargnait. Et pourtant, c'est des gens qui ont eu aussi leurs moments compliqués, mais ils ont réussi, en tout cas, à avoir les capacités à vivre ces choses et à rebondir et à continuer tout en gardant leur sérénité. Donc, comment est-ce qu'ils font? C'est justement l'objectif de ce livre. Trouver les secrets pour aller bien, guérir le stress, l'anxiété, la dépression, sans médicaments ni psychanalyse. Donc, comme je vous le disais, l'intéressant, c'est que David Servan-Schreiber est psychiatre et qu'il s'est ouvert à d'autres médecines, mais, et c'est ça qui est bien, c'est d'avoir réuni ces deux aspects, tout ce qui a été démontré et expliqué dans ce livre a été prouvé scientifiquement. Ça paraît très simple, mais tout est démontré scientifiquement. Gardez bien ça en tête. C'est parti pour le premier chapitre. Donc le premier chapitre s'appelle Une nouvelle médecine des émotions. C'est une médecine qui fait appel au corps plutôt qu'à la parole, qu'au langage. C'est pour faire l'opposition par rapport à la psychanalyse. Donc cette médecine des émotions, elle est basée sur 5 grands principes. Le premier principe, c'est qu'on a tous un cerveau émotionnel et qu'on ne peut pas vraiment le contrôler en fait. Vous avez déjà essayé de faire disparaître une émotion? C'est pas évident. Deuxième principe, le cerveau émotionnel va régir une grande partie de toute notre physiologie, que ce soit le système digestif, le système immunitaire, notre pression artérielle, et il va aussi régir tout ce qui concerne notre bien-être psychologique. Donc ça se joue au niveau du cerveau émotionnel. Le troisième principe, c'est que toutes les expériences douloureuses qu'on a pu vivre se sont imprimées dans notre cerveau émotionnel, et c'est ce qui fait que des années plus tard, parfois, il y a quelques dysfonctionnements. Imaginez, je vous prends l'exemple d'un accident de voiture sur l'autoroute, 20 ans plus tard, on a encore les mains moites et on n'ose toujours pas prendre l'autoroute, parce que ça s'est imprimé en fait dans votre cerveau émotionnel. Le quatrième principe, et c'est l'objectif du livre, c'est de reprogrammer le cerveau pour qu'il ne réagisse plus, enfin le cerveau émotionnel, hein, pour qu'il ne réagisse plus en fonction du passé, mais qu'il s'adapte au présent. Et le positif, cinquième principe, c'est qu'il y a des mécanismes d'auto-guérison dans le cerveau. Donc, ce qui est bien, c'est comme la cicatrisation. Si vous vous coupez, qu'est-ce qui se passe? Ça guérit tout seul. On a ces mécanismes-là dans le cerveau émotionnel. Et les 7 méthodes qu'on retrouve dans ce livre, qui ont été validées scientifiquement, s'adressent justement, ça tombe bien, au cerveau émotionnel.
Nous passons au chapitre 2 qui s'appelle Malaise dans la neurobiologie. Alors, les émotions, les sentiments, vous serez d'accord avec moi, c'est ce qui donne du sens à la vie, qui donne une certaine saveur. Mais si on vivait que sous l'emprise de nos émotions, ce serait complètement ingérable. On ne pourrait pas entretenir des relations avec qui que ce soit. Il faut qu'il y ait un certain équilibre. Il y a une tension constante dans notre cerveau, justement, entre l'aspect émotionnel, tout ce qui est vraiment intérieur à nous-mêmes, tout ce qui concerne la survie, la passion, les émotions. Et l'attention, c'est avec le cerveau rationnel, qu'on appelle le cerveau cognitif. La raison, le langage, la concentration. Donc tout le temps vraiment cette tension entre les émotions finalement et la raison. Et donc ce qui se passe dans votre cerveau, c'est que quand on perçoit, quand il se passe quelque chose dans notre vie, on a à la fois la partie raisonnable, donc le cerveau cognitif, qui perçoit l'information en même temps que le cerveau émotionnel. Et qu'est-ce qu'ils se disent? S'ils sont en compétition, que les émotions veulent prendre le dessus sur la raison ou que la raison veut prendre le dessus sur les émotions, ça fait des gens malheureux. En revanche, si les deux cerveaux, donc émotionnel et cognitif, coopèrent bien, c'est là qu'on va pouvoir ressentir une certaine harmonie. Parce que finalement, le cerveau émotionnel, il va donner en fait la direction de ce que vous avez vraiment envie de vivre, et le cerveau rationnel, donc cognitif, lui, il va vous faire avancer intelligemment dans cette voie-là. Donc quand il y a coopération, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, et c'est ce qui permet vraiment d'avoir une vie assez harmonieuse. Alors après, si ça se passait toujours comme ça se saurait, et il n'aurait pas eu besoin d'écrire ce livre. Mais on a des mécanismes aussi de court-circuit émotionnel. Je m'explique. Vous êtes en voiture, en train de discuter de politique avec votre passager. Donc on est dans le rationnel, on argumente, on débat. Et qu'est-ce que vous percevez, mais instinctivement, sans réfléchir, un camion qui est en train de vous foncer dessus. Là, qu'est-ce qui se passe? Coupure, court-circuit émotionnel, le cerveau émotionnel prend le dessus, la conversation aux oubliettes, et là, c'est instinct de survie, réflexe, tout qu'on braque, on freine, enfin bref, on réagit en mode survie. Donc ça, c'est un court-circuit émotionnel. C'est chouette qu'il soit là et qu'il existe. Mais en médecine, quand le cerveau continue de faire des courts-circuits émotionnels comme ça peut causer vraiment des soucis. Je vous explique par exemple le stress post-traumatique en fait. C'est quand la personne a vécu un traumatisme important, enfin même majeur, et que le cerveau émotionnel se dit tiens, je vais pas me refaire avoir 2 fois. Du coup, je vais rester tout le temps en mode alarme. Et le problème, c'est que par exemple, 30 ans plus tard, la personne va continuer de réagir comme si elle était encore en train de vivre le traumatisme d'il y a 30 ans, alors que c'est 30 ans plus tard. Elle en est consciente, mais je sais pas, un son, une odeur, une petite chose va complètement réactiver la réaction, l'instinct de survie du cerveau émotionnel. Et même si la personne se dit non, mais il faut plus que je réagisse comme ça, j'ai ma raison qui peut prendre le dessus, eh ben elle peut pas, parce que c'est un court-circuit émotionnel. C'est ce qui se passe aussi dans l'anxiété, les attaques de panique. On a les jambes qui tremblent, le cœur qui bat à la chamade, les mains moites. On n'arrive pas à y contrôler. Même si on se dit, mais c'est rien, c'est l'autoroute. Il n'y a personne en plus aujourd'hui. C'est difficile à contrôler. Donc, pour récapituler ce chapitre, pour vivre en harmonie, il faut arriver à obtenir une certaine coopération entre le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et il y a des méthodes pour pouvoir y arriver. J'aurais dû prendre une tasse de thé parce que la vidéo va être longue. On va la découper en 3 parties, justement. Chapitre 3 s'appelle Le cœur et la raison. Pourquoi le cœur? Pourquoi la raison? On ressent toutes nos émotions dans le corps. Les expressions, pas dans notre tête, hein. Vous connaissez les expressions populaires, par exemple, quand on se fait du souci, on dit qu'on se fait de la bile. Toutes ces expressions, on a le ventre noué, on n'est pas dans notre assiette, on a, qu'est-ce qui peut me venir? Enfin, toutes ces expressions, finalement, montrent bien qu'on ressent les émotions dans notre corps. On sait aussi qu'on a des neurones dans le ventre, enfin dans les intestins plutôt pour être plus précise, dans le cœur. On sait aussi que le cœur va lui-même sécréter ses propres hormones qui vont agir sur le cerveau. Par exemple, s'il veut augmenter ses capacités, il va sécréter de l'adrénaline et hop, le cœur va passer en mode maximum de ses capacités. Donc,
le cœur, ce qui est bien, c'est qu'il a un vaste champ électromagnétique qui va avoir une influence sur tout le corps, en fait. Donc, automatiquement, vu qu'on a cette influence sur tout le corps et que ça a été démontré, il y a aussi un axe cœur-cerveau direct. Si vous agissez sur le cœur, vous allez pouvoir agir, avoir une influence sur le cerveau émotionnel. Et c'est là que ça nous intéresse. En apprenant à contrôler notre cœur, on peut agir donc sur ce fameux cerveau émotionnel. Et là, je vous fais un petit passage biologie-sciences. Je vous passe tous les détails parce que si ça vous intéresse dans le livre, je peux vous garantir que la première partie, elle est costaude quand même. Alors j'ai essayé de résumer au mieux. Dans votre cerveau, vous avez le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est ce qui se fait tout seul sans qu'il y ait besoin de l'intervention de la volonté. Par exemple, là, vous n'êtes pas en train de dire à vos reins de filtrer. Vous n'êtes pas en train de dire à votre cœur qu'il faut battre. Ça se fait tout seul, et heureusement d'ailleurs. Et ça, donc, c'est le système nerveux autonome. Il va réguler les organes. Et ce qui est bien fait aussi, mais bon, tout est bien fait, c'est qu'il y a deux branches. Un accélérateur, un frein. L'accélérateur s'appelle le système nerveux sympathique. Alors, ça marche sur tous les organes, mais là, je vous parle que du cœur, vu qu'on était dans le chapitre le cœur et la raison. Mais si le système nerveux sympathique le décide, qu'est-ce qui va se produire? Libération d'adrénaline, de noradrénaline, hop, on augmente la fréquence cardiaque. C'est l'accélérateur, comme je vous disais. Ça permet la fuite, ça permet le combat, ça permet d'être au maximum de ses capacités. La deuxième branche du système nerveux autonome, c'est le système nerveux parasympathique. Lui, c'est le frein. Donc, ça permet de ralentir complètement le rythme et de rentrer dans le calme, la relaxation. Et il y a tout le temps un équilibre à l'intérieur de notre corps entre les deux, entre l'accélérateur et le frein. Un exemple que je peux vous donner pour bien le comprendre, c'est la séduction. Imaginez donc vous êtes face à quelqu'un qui vous... Ouf, ça vous fait de l'effet, vous vous dites, oh, cette personne m'intéresse fortement. Vous êtes face à elle, elle vient vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez à rougir. Vous avez les jambes qui tremblent, vous avez le cœur qui se met à s'emballer. C'est le système nerveux sympathique qui est complètement en train de partir en cacahuète. Vous, si vous voulez reprendre vos esprits pour pas avoir l'air trop... Enfin, pour être au mieux de vos pouvoirs de séduction, vous allez mettre un grand coup de frein, activer votre système parasympathique en faisant quoi? Une respiration. Et hop, ça va calmer tout le reste. Donc c'est cette méthode-là qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration en fait. Mais je ferai une vidéo à part entière juste pour qu'on puisse apprendre ensemble la cohérence cardiaque. Parce que là, sinon, le résumé du livre, il va prendre à peu près 4 heures. Donc, c'est pas l'objectif, ça sera plus un résumé. Mais ce qu'il faut retenir de la cohérence cardiaque, c'est que c'est basé sur la respiration, principalement, que c'est pas du tout une technique de relaxation coupée du monde au fond de la forêt en mode yogi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire tout le temps, toute la journée, dès qu'on en ressent le besoin. Et ça permet d'apprendre à contrôler finalement la cohérence du cœur, donc à appuyer sur la pédale de frein du système nerveux parasympathique, donc d'agir sur le stress, l'anxiété qu'on ressent. Donc, pourquoi vous avez plus qu'intérêt, enfin plus qu'intérêt, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, je vous ai expliqué que cette chaîne, justement, le but c'était que chacun soit capable de faire ses propres choix. Mais si vous le souhaitez, ce qui est vraiment bien, c'est que grâce à la cohérence cardiaque, en fait, on prend les choses, on prend les problèmes à l'envers. On agit par rapport à soi, à l'intérieur de soi, et pas par rapport à l'extérieur. Parfois, quand on a des soucis, on dit oui, bon, bah, c'est pas grave, je suis stressée, je suis angoissée, ça ira mieux quand je serai à la retraite, ça ira mieux quand je gagnerai 300 euros de plus, ça ira mieux quand mes voisins déménageront. On trouve toujours des prétextes extérieurs à nous pour repousser le moment de prendre en charge notre stress et notre angoisse. Alors que grâce à la cohérence cardiaque, on laisse tomber l'extérieur, de toute façon, on n'a pas de prise là-dessus. On revient complètement centré à l'intérieur, on agit directement sur la cohérence du cœur et sur tous les organes et sur le cerveau émotionnel et adieu anxiété et stress. Et c'est ce que font les gens les plus heureux, les plus apaisés, qui paraissent les plus sereins. Donc pour vivre la cohérence cardiaque, je vous l'ai dit, c'est le chapitre 4. On fera une vidéo que là-dessus. Voilà, ça apprend la technique de respiration pour réussir à obtenir cette cohérence du cœur. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que le temps passe et comme j'ai dit que je découpais cette vidéo en plusieurs morceaux, en plusieurs parties, je vais m'arrêter à la cohérence cardiaque.
Je reprendrai après sur les traumatismes plus importants avec la façon de les résoudre grâce à l'EMDR. Pour l'instant, donc, on va s'arrêter là. C'était donc le livre de David Servan-Schreiber qui s'appelle Guérir le stress, l'anxiété et la dépression, sans médicaments ni psychanalyse. Je vous propose de revenir très vite. Le lien pour la seconde vidéo se trouve juste en bas dans la description. Merci pour votre écoute, à tout de suite.